Et c'est de très, très bon augure. Ce qu'on a vu au cours de la dernière semaine des Blue Jays de Toronto. Je dis à chaque semaine, Marc, on ne pourra pas continuer à avoir des coups sûrs opportuns comme on en a. Mais, tu donnes un but sur balle pour affronter Ernie Clément, paf, il la met de l'autre côté, circuit de 3 points. Ce n'est que ça chez les Blue Jays de Toronto depuis 1 mois et demi. Oui, je suis d'accord. Mais Alain, ce n'est pas de la chance. C'est ce que je veux dire par là, Alain. C'est que ce que j'aime des Blue Jays de Toronto, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on aime autour de l'équipe, c'est qu'on met des balles en jeu. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Don Match, à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à Compte complet, Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin, fin du mois de juillet, notre dernier balado du mois de juillet en fait. Et ça veut dire qu'il y a pas mal de choses qui se brassent en ce moment. Notre balado est produit en avant-midi le lundi, on vous le précise, parce que si jamais vous le regardez un peu plus tard dans la semaine, ça se pourrait qu'il y ait quelques nouvelles qui s'ajoutent. Mais n'ayez crainte, on va en parler. D'ailleurs, moi et Marc, nous collaborons lors de la date limite passée avec nos amis de Passion Baseball. Mais évidemment, on va s'arrêter sur tous les mouvements personnels au cours de notre prochain balado lundi. Donc, beaucoup d'actions avec les nouvelles qui s'en viennent dans le monde du baseball. Tout de suite, on va commencer avec le programme de ce balado, les transactions, on va en parler évidemment. La séquence des Blue Jays impressionnante qui se poursuit de façon assez spectaculaire. On va parler des Yankees de New York. La perte de Judge, jusqu'à quel point ça va peser lourd dans la balance. On va parler un petit peu peut-être des Red Sox de Boston. Il y a peut-être un parallèle à faire avec ce que les Red Sox font et ce que les Blue Jays font. On va en parler un petit peu. Ça pourrait peut-être donner des idées à certaines équipes. Marc, il y a peut-être les Rays qui sont déjà là-dedans. On va parler évidemment de la semaine de Nick Kurtz. Je pourrais parler du mois de Nick Kurtz. Parce qu'à moins de tomber en pleine face au cours de la prochaine semaine, ça va être et le joueur de la semaine, le joueur du mois, le joueur de la semaine fort probable. Le retour de Rich Hill, rien de moins que spectaculaire. Puis un coup de chapeau aux nouveaux membres du Temple de la Renommée. Ça a été fait au cours de la journée de dimanche. Tout de suite, on commence avec les transactions. Marc, les Yankees de New York, Ryan McMahon qui vient boucher un trou au 3e but. Je vais préciser, Marc, un trou défensif parce que sa contribution à l'attaque, à mes yeux, reste à démontrer. Oui, c'est pas une transaction surprenante. McMahon, son nom avait déjà circulé, effectivement, à ce niveau-là. Mais, Alain, tu as vu quelques matchs des Yankees au cours des dernières semaines. On commet beaucoup trop d'erreurs. Il faut stabiliser cette défense. Ouais. Tu vas me dire que c'est pas un joueur qui va tout transformer, mais à quelque part, si on stabilise le poste de 3e but, déjà, ça va être intéressant. Donc, ça, c'est un aspect qui est intéressant. Moi, je trouve que c'est un joueur, sans dire que c'est une boîte à surprise, il peut juste, selon moi, là, il peut juste nous surprendre en attaque. Je sais que tu as regardé ses chiffres au Colorado. Il y a un net avantage lorsqu'il joue au Colorado qu'ailleurs. Je sais que tu t'en fais un plaisir de toujours vérifier ça, Alain. Mais, mais ça reste que frappeur gaucher qui joue au Yankee Stadium, il y a quelque chose qui peut débloquer à ce niveau-là. D'ailleurs, il a frappé un double très important à son premier match dans une victoire des Yankees. Alors, ce que je dis, c'est que est-ce que c'est la solution parfaite? Peut-être pas, mais est-ce qu'il peut surprendre en attaque ou donner un petit peu plus qu'anticipé? Bien, possiblement. Oui. Écoute, juste pour préciser, là, en ce qui concerne son rendement à l'attaque, cette année, là, le MPP à domicile, c'est 8,56, 5,89 à l'étranger. Donc, c'est pour ça que je te dis que ça reste à démontrer, à mon avis, sa production à l'attaque. Mais c'est un fait que déjà, il a effectué quelques beaux jeux en défense. C'est un des très bons joueurs défensifs au 3e but. Donc, on s'en vient stabiliser ce côté-là chez les Yankees de New York. On a ajouté de la profondeur avec Ahmed Rosario. Marc, c'est probable. À l'attaque, en tout cas, c'est mieux que ce qu'on avait avec Vivas et pourrait même ajouter Peraza.
Absolument. Moi, je trouve que là, on vient de s'améliorer. Est-ce que ça va faire la différence à la fin de la journée? On ne sait pas, mais on s'améliore. Un coup de bâton d'expérience, un bon gant. Écoute, puis je reviens rapidement à McMahon. Imagine-toi, Alain, là, tu joues pour les Rockies du Colorado. Là. Et là, tu es échangé aux Yankees de New York. Fait que là, tu passes aux extrêmes. Mais toujours est-il que, oui, Rosario, j'aime cette acquisition parce que, Alain, il faut se rendre compte là, que ton 26e joueur, puis on sait que ça va augmenter à 28 là, au 1er septembre, mais tu as besoin de polyvalence, tu as besoin parfois d'un gant, tu as besoin de... Je trouve que Rosario vient, c'est un bon profil de joueur qui vient justement aider les Yankees à ce niveau-là. Marc, on a parlé de Suarez comme troisième but. Visiblement, le prix était trop élevé. C'est sûr qu'on s'est intéressé chez les Yankees de New York. Et l'impression qu'on avait, Marc, en tout cas que moi j'ai, et que plusieurs observateurs, c'est que chez les Diamondbacks, c'était pas question qu'on le donne. Autrement dit, il y avait deux noms, au moins un des deux noms, Spencer Jones ou encore George Lombard, qui devait être dans la transaction. Sinon, il n'y avait pas de transaction. Puis les Yankees, c'était pas question qu'on aille de ce côté-là. Bon, écoute, regarde, tu sais, t'appartiens aux Diamondbacks, tu fais quoi, là? C'est sûr que tu veux maximiser tout ça. Les Yankees, tu sais, tout le monde le voit, là. Tu avais besoin d'un troisième but. Les Yankees sont allés probablement dans leur plan B en allant chercher McMahon plutôt que tard. Oui, le prix demandé était trop élevé pour les Yankees de New York, absolument. Faut pas oublier là que tu sais, il y a des transactions récentes, Alain, pas plus tard que l'année passée. Même, tu sais, regarde Kyle Tucker. Kyle Tucker a coûté cher finalement aux Cubs, je dis, en espérant que Tucker va connaître une longue carrière avec les Cubs, puis certainement espérer qu'il les amène très loin cette année. Mais tu sais, des joueurs, des fois, des transactions là avec des joueurs d'avenir, ça peut faire le travail parce que le joueur d'avenir, tu ne sais pas ce qu'il va faire, mais il y a toujours ce fameux risque. Et là, les Yankees trouvaient que c'était trop élevé là pour. Ceci étant dit, si on approche, il va être à 1 heure de la date limite des transactions et que les Diamondbacks veulent vraiment se départir de Suarez pour toutes sortes de raisons. Peut-être que le prix à ce moment-là va être un petit peu moins élevé, dépendamment de ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, Alain, il n'y a pas beaucoup d'actions à cette période de transaction, alors que par le passé, on avait déjà commencé. Écoute, je vous rappelle, là, c'est le 31 juillet à 18h là, que tout ça, à l'heure de l'Est, que tout ça se termine. Là. Donc, certainement là, que ce marché-là peut débloquer. Là. Marc, chez les Yankees, on va bouger encore. Moi, je pense qu'au moins un releveur gaucher, c'est mon obsession, Marc, présentement. Bon, tu sais, quand je suis après un os, je ne le lâche pas habituellement. Puis, je peux pas croire que Tim Hill va être la seule option de la gauche quand on va arriver au 1er août chez les Yankees de New York. Je peux pas mettre dans la tête que ça va être ça. Un des noms qui circule comme appât possible, je sais pas si ça va être le cas, Marc, et c'est Ben Rice. Ben Rice, qu'on a commencé à faire jouer comme receveur. En défense, il y a du travail à faire. Bon, on veut se donner une option à l'attaque. Ça m'étonne un peu, Marc, parce qu'il frappe de la gauche, tout comme Wells. Donc, est-ce qu'on veut le montrer? Moi, je trouve ça curieux de son utilisation derrière le map présentement. Écoute, oui, c'est une facette de son jeu qu'on veut montrer, assurément. Les Yankees étaient pris. Je sais qu'on va parler d'Aaron Judge un peu plus tard, mais la blessure d'Aaron Judge change, en tout cas, certainement pendant 24 heures, a changé la donne chez les Yankees. Parce que si là, on perdait Judge pour le reste de la saison, parce qu'elle a subi l'opération de type Tommy John, je ne sais pas vers où on est allé. Donc là, on réglait ça. Il va revenir éventuellement. Alors, on continue donc les efforts pour faire les séries cette année. Et là, je ne parle pas de terminer au premier rang, mais au moins s'assurer de faire les séries du côté des Yankees. C'est clair qu'à un moment donné, Alain, si tu veux aller chercher un lanceur gaucher, je vais dire potable, ben, il faut que tu donnes en retour. Et là, tu regardes, on a quelques très, très bons prospects, mais il n'y a pas question chez les Yankees actuellement qu'on les échange. Fait qu'il faut que tu donnes quelque chose, il faut que tu donnes du matériel. Je ne sais pas si ça va être suffisant, Ben Rice. Qu'est-ce que tu peux retenir? Tu sais, tu peux avoir quel genre de releveur gaucher pour un Ben Rice? Tu sais, alors, pour un releveur, Marc, je pense qu'on pourra avoir quelque chose. Pour un partant, c'est une autre histoire. Oui, non, absolument. Mais c'est parce que
oublie pas, Alain, là, les Yankees ne sont pas seuls à chercher un lanceur gaucher là, en relève. Fait qu'à un moment donné, si ça prend juste 2 équipes, là, idéalement 3 ou 4 ou 5, mais si tu as 2 équipes qui cherchent un releveur gaucher, le prix à payer parfois est un petit peu plus élevé, mais je suis d'accord avec toi, c'est un besoin réel chez les Yankees de New York d'aller chercher cet autre lanceur gaucher-là, compte tenu du fameux règlement quand tu as affronté 3 frappeurs. Ça prendrait ça. Dans le dernier droit, idéalement, ça prendrait ça. Bon, Marc, on a parlé des Yankees. Josh Naylor, lui, est parti à Seattle. Seattle serait aussi intéressé à rapatrier Eugenio Suarez. Et Marc, je regardais un petit peu ce qu'on a disponible chez les Mariners de Seattle. Il y a un nom, je pense, qui pourrait être intéressant pour les Diamondbacks. C'est Emerson Hancock. C'est un lanceur partant, c'est un ancien joueur de première ronde. Il est pas avec l'équipe présentement, mais j'ai comme l'impression que ça pourrait être un appât intéressant, ça, pour les Diamondbacks. Oui, et là, les Diamondbacks, bon, de toute évidence, avec l'échange de Naylor, là, on est en mode vente. J'haïs pas que les Mariners, avec la saison de Cal Riley et évidemment le potentiel qu'on a au Monticule, même s'il y a eu quelques blessés ici et là, qu'on est capable d'aller faire un petit bout de chemin en série. Tu sais, Alain, après la date limite des transactions, il va rester quand même 2 mois à la saison, là. Donc, il y a quand même un certain temps. C'est très serré le classement actuellement. Moi, j'aime ça voir une équipe là, qui se positionne de la sorte, mais évidemment, là, on t'attend. Hein? Lorsque tu sais que tu veux être acheteur, on t'attend. Donc, c'est pour ça que j'ai l'impression que tout le monde se regarde en ce moment. Là. Les Mariners, là, ils l'ont dit eux-mêmes, là, après Naylor, qu'on veut être agressif, on veut s'améliorer. Mais là, tout le monde se regarde à dire qui parce que souvent, les premières transactions vont dicter un peu le marché. Oui. Le prix de Naylor était quand même pas si mal. Je trouve qu'on était chercher 2 bons prospects, mais ça reste des prospects. Il n'y a pas d'assurance que ces gars-là vont faire quoi que ce soit. Mais j'ai hâte de voir, là, surtout pour un lanceur partant, quel sera le prix demandé, là. Oui. Et moi, comme je t'ai dit, Emerson Hancock, moi j'étais les Diamondbacks, j'y songerais sérieusement. Ajoute peut-être des prospects là, de deuxième ordre. Là. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Mais je pensais sérieusement parce que Seattle, présentement, il y a 4 de leurs 5 partants qui sont avec l'équipe. Il y en a quelques-uns qui ont raté du temps de jeu, mais là, tout le monde est là. Castillo est là. Kirby est revenu. Brian Wu lance bien. Logan Gilbert est revenu lui aussi. Pas George Kirby. Kirby, j'en ai parlé. Mais j'ai bien dit George. Mais c'est Bryce Miller. Bryce Miller va revenir au mois d'août. Il a déjà commencé à lancer, Marc, sur les lignes de côté. Donc, ça regarde très, très bien de ce côté-là pour les Mariners. C'est pour ça que j'ai lancé le nom de Hancock, qui pourrait être intéressant, je pense, du point de vue, en tout cas, des Mariners. Ils sont équipés pour aller chercher quelque chose s'ils veulent absolument s'améliorer. Puis le nom de Suarez, écoute, aurait bien du sens, là, à Seattle. Oui, écoute, je suis bien d'accord avec toi parce que évidemment, les Diamondbacks, c'est ce qu'ils recherchent. On va aller chercher le gros prospect ou le joueur qui va nous permettre de. Fait que c'est sûr que si à Seattle mentionne qu'il veut être agressif, tu vas tout de suite aller voir c'est qui tes meilleurs prospects, puis là, là, on va commencer à jaser. Là. Fait que je veux dire, effectivement, ça serait vraiment pas surprenant que Hancock passe à une autre équipe. Là. Bon, parlant de releveur gaucher, il y en a un qui a bougé. C'est une équipe de moins sur le marché. Grégory Soto qui s'en va avec les Mets de New York. Donc, on a réglé, je pense, ce qui était le plus gros besoin. C'est drôle quand même parce que les 2 équipes de New York avaient ce besoin-là. Et ce sont les Mets qui ont bougé en premier avec Grégory Soto et qui a créé une très bonne première impression en passant. Exact. Et, tu sais, souvent, Soto, j'ai l'impression, lorsqu'il arrive un peu en sauveur, c'est plus difficile. Mais là, ce qui arrive, puis sans dire qu'il va jouer les seconds violons, là, mais tu sais, qu'il va être en fin de match. En tout cas, moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu de lui à sa première sortie. Tu sais, Alain, parfois un changement d'air, une nouvelle organisation, une nouvelle attitude. Ça peut rendre Soto encore meilleur. Alors, mais effectivement, un bras de qualité en fin de match, un bras de puissance, un gars qui est capable d'aller chercher un retrait sur des prises importantes. Tu sais, à un moment donné, ça se peut que tu veux pas une balle en jeu. Tu as un coureur au 3, ça te prend un retrait sur des prises. Il faut que tu aies le lanceur qui est capable de faire ça. Et Grégory Soto est capable de faire ça. Exactement. Marc, dans les joueurs aussi, il y a Eric Fedé qui a été échangé des Cars. En fait, les Cars n'en voulaient plus. Ça faisait 4-5 départs là où il se faisait sérieusement malmener. Et c'est drôle, Marc.
suis pas sûr que Fédé est très content. Il est content d'être dans le baseball majeur, mais je pense qu'il aurait préféré devenir joueur autonome plutôt que d'avoir été échangé parce que là, se retrouve avec Atlanta. Atlanta s'en va nulle part. C'est une équipe démoralisée qu'on a vue en fin de semaine contre les Rangers du Texas. Il y aurait une équipe, Marc, qui présentement se bat pour une place dans les séries qui aurait sauté dessus. Là. Ouais, c'était une drôle de situation parce que là, ce que tu es mis au balotage, finalement, là, tu regardes un peu l'intérêt, puis bon, les Braves, avec leur situation, écoute, Alain, on cherche n'importe qui est capable de lancer une balle, là, finalement. Là. Ouais. Alors, on a sauté sur l'occasion via transaction parce que c'est évident que s'il devenait joueur autonome, quelqu'un allait, aller le chercher. Alors, les Braves voulaient s'en assurer. Ils ont peut-être réussi à, je dirais pas à passer une petite vite, mais à trouver une solution pour être devant tout le monde. Mais c'est sûr qu'individuellement, bon, remarque que Fédé, ses 5 derniers départs, Alain, c'était pas mauvais, là. C'était désastreux. Alors, il a un peu chuté. Je veux dire, je comprends qu'il aurait peut-être aimé aller ailleurs, mais c'est un petit peu lui qui a dessiné son chemin, là. Alors, là, surtout avec les Braves, mais encore une fois, bon, sait-on jamais. Mais les Braves, on est en mode survie actuellement, là. C'est assez évident. Puis, je me suis demandé d'ailleurs, est-ce que les Braves vont être actifs dans cette période de transaction et pas comme acheteurs nécessairement, là. Donc, ça c'est une équipe là, qui est un peu une boîte à surprise actuellement dans cette période de transaction. Ben écoute, il y a un joueur qui pourrait intéresser les Yankees, c'est Dylan Lee. Ça, c'est sûr. Releveur gaucher, là. Puis, releveur gaucher, Marc, il y en a quelques-uns avec les Angels qui pourraient les intéresser, les Yankees. Je pense à Reed Detmers, entre autres. En plus, on en a rappelé un qui était là au cours des dernières années, Ose Quijada. Donc, on a quelques releveurs gauchers qui pourraient être disponibles chez les Angels. Il faudrait peut-être surveiller de ce côté-là. Je mentionnais Ben Rice. Pourquoi pas, appuyer. Je sais qu'on a un bon mélange de frappeurs droitier-gaucher, mais je pense d'avoir un gaucher de plus pour appuyer Trout, pour appuyer Soler, pour appuyer Taylor Ward. Je dirais peut-être pas non, moi, chez les Angels. J'y penserais sérieusement. En tout cas, on va voir comment ça va évoluer au cours de la semaine. Je vous le précise, la semaine prochaine, évidemment, on fera une analyse de ces transactions-là parce que ça va bouger. Parce que si on compare aux 2 dernières années, à ce stade-ci, les gros noms avaient pas mal commencé à déménager. Vous allez me dire, Devers, ça a déjà été fait. Je suis pas sûr que Devers, on peut parler d'une transaction habituelle dans son cas. Les motivations étaient peut-être hautes. On les comprend de mieux en mieux, je pense, avec tout ce qui entoure les Red Sox de Boston. Mais en ce qui concerne ce qui s'en vient, j'ai l'impression que les 3 prochaines journées, il y aura beaucoup de nouvelles. C'est le temps de la question de la semaine par Sylvain Autoville. Une présentation de votre détaillant pour les plus de voitures et de camions classiques et antiques. Consultez le www.silmar.ca. On va vous parler de Suarez. C'est le plus gros nom, probablement présentement, à tout le moins chez les joueurs de position qui est disponible. Il s'en va où? C'est pas compliqué, c'est notre question. Compte tenu qu'il semble que les Diamondbacks soient vendeurs, on vous propose donc cette question-là. Adressez-vous directement sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Vous pouvez passer aussi par notre site internet comptecomplet.com. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, je prends un instant pour souligner nos partenaires, nos principaux partenaires, évidemment, de notre balado compte complet. Donc, le plan de match et boutique de baseball. Il y en a 2 maintenant. La première, évidemment, est à Boucherville. Maintenant, il y en a une dans la belle région du Saguenay, c'est à Jonquière. Visitez plan de match, le boutique plandematch.com, c'est la boutique en ligne. Évidemment, vous pouvez acheter en ligne facilement. Et si vous êtes dans le coin de la Rive-Sud, de la région de Montréal, eh bien, cache de frappeur à Boucherville et cours privé. Alors, merci à Plan de Match et merci aux Capitales de Québec qui aussi sont partenaires de notre balado, les Capitales qui vont toujours très bien. Et je vous invite, si ce n'est pas encore fait, d'aller voir les Capitales à Québec. Premièrement, Québec est magnifique ville, mais en plus, superbe terrasse à Québec et évidemment toujours un spectacle tout à fait extraordinaire. Donc, allez voir les Capitales lorsque vous aurez la chance.
Marc, il n'y a que des bonnes nouvelles chez les Blue Jays de Toronto. On a gagné la série contre les Yankees de New York. On est allé chercher 3 victoires sur 4 contre les Tigers de Détroit. Et même dans cette défaite, Marc, on regarde le pointage. Il n'y a rien à apprendre du pointage. Mais 7 bonnes manches de la part de Max Scherzer, qui disait même en entrevue, je ne suis pas encore à point. Il y a des choses lesquelles je travaillais. Moi, je me prépare pour le mois de septembre et octobre. C'est carrément ce qu'il a mentionné. Et c'est de très, très bon augure. Ce qu'on a vu au cours de la dernière semaine des Blue Jays de Toronto. Je dis à chaque semaine, Marc, on ne pourra pas continuer à avoir des coups sûrs opportuns comme on en a. Mais, tu donnes un but sur balle pour affronter Ernie Clément, paf, la met de l'autre côté, circuit de 3 points. Ce n'est que ça chez les Blue Jays de Toronto depuis 1 mois et demi. Oui, je suis d'accord. Mais Alain, ce n'est pas de la chance. C'est ce que je veux dire par là, Alain. C'est que ce que j'aime des Blue Jays de Toronto, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on aime autour de l'équipe. Mais spécifiquement au niveau baseball, c'est qu'on met des balles en jeu. Les Yankees ont commis plein d'erreurs dans la série face aux Blue Jays. Tu regardes, face aux Tigers, on met des balles en jeu. On met une pression sur la défense. On met une pression sur les lanceurs adverses. Il n'y a pas beaucoup de retraits sur des prises contre les frappeurs des Blue Jays. Alors, écoute, c'est certainement... Alors, le fameux baseball de situation, soudainement, il fonctionne bien parce qu'on est vraiment dans une situation où, effectivement, on met des balles en jeu. Donc, on avance le coureur, le ballon sacrifice, le coureur au 3e, moins de 2 retraits, on trouve le moyen de le faire marquer. Et de l'autre côté, on accorde pas mal moins de buts sur balle. Alors, tu sais, c'est une combinaison, Alain, qui est extra. Là, je parle pas de coups de circuit, je parle pas de retrait sur des prises pour les lanceurs. J'ai l'impression on a simplifié la façon de jouer. Puis, tu sais, à la limite, je me demandais, là, bon, Suarez, son nom est sorti à bien des égards. Il y a même des partisans des Jays qui ont dit, hey, ça pourrait vraiment stabiliser non seulement le 3e but, mais ça amenait à un autre frappeur. Bon. Mais Suarez, oui, là, s'il venait avec les Blue Jays, mais je ne sais pas si, excusez-moi l'expression, mais s'il fitterait tant que ça dans l'équipe, compte tenu du style que les Jays se sont donné. Tu sais, tu arrives, tu as Locus qui est premier frappeur, mets des balles en jeu. Peu importe qui tu mets, on met des balles en jeu. Puis là, Barger est devenu un incontournable avec, évidemment, la façon dont il frappe. Fait qu'il faut faire attention avec les Jays si on va via transaction. Je dis pas si on va chercher un lanceur gaucher en relève ou des choses comme ça. On en a parlé tantôt de lanceur gaucher, mais tu sais, d'aller chercher un joueur d'impact, il faut juste s'assurer que ce joueur d'impact-là va bien s'arrimer avec les Blue Jays ou avec l'équipe actuelle qui est en place. Parce qu'Alain, en ce moment, là, écoute, c'est d'une confiance, là. Tu regardes un match à la télévision, puis tu as l'impression que ta télévision est en confiance, tellement que les Blue Jays jouent de la bonne balle. Alors, moi, je trouve ça fantastique, Alain. Je sais pas qui derrière dans l'organisation, mais l'attitude des frappeurs, la façon... Tu sais, même Vlad, il n'y a pas beaucoup de coups de circuit, mais tu regardes le taux de contact, les balles frappées d'aplomb. Est-ce qu'on aimerait ça qu'il frappe plus de circuits? Absolument, là. Puis je pense qu'idéalement, il faudrait le faire parce que on sait, Alain, lorsque les séries commencent, la puissance est extrêmement importante. On l'a vu dans les dernières séries, mais tout ça pour dire que il y a un plan de match d'équipe qui s'est fait, puis j'ai l'impression qu'on l'a suivi à la lettre. Ça fonctionne très bien. Alors, c'est vraiment un bon spectacle qu'ils offrent présentement. Écoute, ils sont 21-6 au cours des 27 derniers matchs. C'est assez impressionnant. Plus 49. Ça, c'est le différentiel. Tu parlais de Suarez et évidemment, tu parlais d'équipe qui met la balle en jeu. C'est sûr que tu vas avoir un rendement offensif avec lui, mais tu vas avoir le festival des retraits sur des prises si Suarez s'amène. C'est pour ça que je dis il faut faire attention du type de joueur qu'on va aller chercher. Là, en mettant des balles en jeu, c'est fatigant, mais là, soudainement, tu as 2-3 frappeurs qui font beaucoup de vent. Oui, le circuit vient de temps en temps, mais tu comprends, on dirait qu'on s'est donné un style présentement qui fonctionne parfaitement avec les joueurs en place. Écoute, un lanceur partant de plus, c'est sûr que ça ne ferait pas de tort. Ça, c'est certain, Marc. Qui pourrait être disponible? Tu sais, tu n'auras pas... Je pense pas que tu aies grand-chose pour Alan Rodden. Là. Mais, tu sais, autant j'aime son approche au bâton. C'est un gars qui a déjà 25 ans. Est-ce que régulièrement, il serait capable de t'en donner? J'ai l'impression que ce gars-là a une bonne tête, puis qu'il serait capable
de développer son approche qu'il a déjà, mais au niveau majeur. Je pense, mais est-ce que cette évaluation est partagée par les autres équipes? Ça, c'est une autre histoire. Par la suite, ben là, il faudrait que tu fouilles probablement dans ton réseau de filiales si tu veux avoir un partant qui va t'aider d'ici la fin de l'année. Et ça, ce que les Blue Jays veulent aller là, compte tenu qu'il y a quelques blessés et que, tu sais, tu as des vétérans là, qui s'en viennent, tu as besoin de te renouveler plus tôt que tard. Là. Tu regardes l'ensemble des partants, là, tu as 4 gars, tu as 4 trentenaires là-dedans. Là, ouais, mais un quadragénaire. Oui, mais Alain, on gère pour cette année, là. Je comprends l'avenir, c'est important, là, mais je veux dire, là, l'équipe actuelle, écoute, on mène la division, on est parmi les meilleures équipes du baseball. Là, on gère 2025. Fait que la transaction, s'il y a transaction du côté des Jays, c'est pour améliorer cette année. Et ton lanceur partant est peut-être pas obligé d'être un lanceur de premier plan, donc tu n'es pas obligé de le payer si cher que ça. Tu as raison de dire que c'est un lanceur partant parce que Rodriguez en relève, Alain, on ne le remettra plus là, dans la rotation. Ouais. Son travail est trop efficace en fin de rencontre. Ça donne une belle profondeur à ce niveau-là avec Hoffman, évidemment, et d'autres. Je pense qu'Eric Lauer a tout changé la donne. Avec son rendement, là, ça a vraiment été impressionnant. D'ailleurs, c'est une drôle d'histoire. Je ne sais pas si tu as entendu parler de sa lèvre, là, mais ça a été une histoire tout inventée là, parce qu'il avait dit que parce qu'il avait dérangé dans la préparation de Max Scherzer. Alors, il avait dit faut pas niaiser avec ça, puis regarder le résultat. Oui. C'était une blague, évidemment, puis ça fait. Moi, je trouve ça parfait parce que c'est signe d'une équipe unie, une équipe qui a du fun, une équipe qui fait les choses de la bonne manière actuellement. Je suis content que tu amènes Lauer parce que, oui, on parle d'un partant, mais là, tu regardes, si Scherzer est en santé, puis Lauer, et là, tu as tes 3 vétérans avec Bassett, Berrios, Gausman. En as-tu vraiment besoin d'un autre partant ou si... Parce que si c'est une soupape de sécurité que tu veux, tu n'as pas besoin d'un Alcantara. Là, tu ne paieras pas le gros prix à moins que tu veuilles avoir 6 partants d'ici la fin de l'année. Moi, je pense pas qu'on va aller chercher un gros lanceur partant. Quelqu'un qui va coûter très cher. Moi, je ne le pense pas. Évidemment, je suis pas dans le secret des dieux parce que si Scherzer continue d'être en santé puis lance de mieux en mieux, ben écoute, là, tu l'as ta profondeur. Là. Elle est là, ta profondeur. C'est risqué, c'est fragile, mais c'est là quand même. Alors, est-ce que tu vas les sacrifier vraiment, donc, un joueur ou 2 d'avenir? Ah non, c'est ça, là. Alors, moi, je pense pas. Alors, tu as parlé de Roldan, tu as parlé des gars comme Wagner, il y a peut-être des gars comme ça qui peuvent intéresser des équipes sans vraiment toucher là, à tout ton, évidemment, à ton cœur d'équipe actuel. Ouais. Tu veux pas briser cet esprit d'équipe-là. Le danger de faire une transaction avec une équipe qui roule comme les Jays actuellement ou que ce soit les Brewers de Milwaukee, c'est... Tu veux pas briser ça. C'est important d'amener un gars qui a du caractère. Tu veux pas amener un gars qui embarquera pas avec la gang actuelle. Puis, faut pas négliger cet aspect-là, Alain, lorsqu'on fait une transaction. Oui, tu as Jimmy Garcia qui va revenir au mois d'août, c'est pas une blessure à un bras. Peut-être un releveur de plus, Marc. Shane Green, c'est assez pénible, disons-le. Là. Puis si on est capable d'avoir quelqu'un d'autre, peut-être que là, de ce côté-là, les Blue Jays pourraient bouger. Marc, les Yankees de New York. Là, on a parlé des transactions qui ont été réalisées, mais il faut vivre avec le présent. Puis là, Aaron Judge n'est pas là. Ça change complètement la dynamique de cette équipe-là. Là. C'est des présences sur les sentiers de moins. C'est pas compliqué. Là. Ces buts sur balle sont payants pour l'équipe. Puis là, on ne le remplacera pas. Comment est-ce qu'on va gérer l'absence d'Aaron Judge? Parce que ça pourrait être plus longtemps que prévu. Et puis, il y a plusieurs choses qu'il va falloir gérer. Là, Stanton, tu t'en parlais, Marc, dans le reportage de dimanche, ben, ça se pourrait qu'il voit un peu plus de temps de jeu au champ extérieur que ce qui était prévu. Ben, c'est parce qu'il va falloir préparer le retour éventuel de Judge. Et là, on a déjà mentionné chez les Yankees que si Judge revient, en fait, lorsqu'il va revenir, ça va être comme frappeur de choix. Parce que là, ça veut dire quoi, Alain? Ça veut dire que ça va prendre un Tommy John. Selon moi, là, c'est ce que ça veut dire. Et Bryce Harper a subi Tommy John. C'est un joueur de position, là, donc ça arrive au meilleur, malheureusement. Bon, alors, Judge ne pourra pas lancer une balle. En tout cas, selon moi. On a tout de suite éteint les rumeurs voulant que peut-être Judge pouvait jouer au premier coussin. Et ça, les Yankees ont tout de suite démenti cette rumeur-là. Faut que tu prépares son retour. Alors, si lui est frappeur de choix, ben ton frappeur de choix actuel, il faut qu'il joue au champ extérieur. Moi, de toute façon, c'est sûr que ça va coûter en défense du côté des Yankees.
Peut-être que ça va donner un peu de vie, par contre, à Stanton en attaque. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il frappait toujours mieux lorsqu'il jouait en défense. Mais comment remplacer Judge? Alain, ça, il faut que tout le monde en fasse plus. Ouais. Puis en fasse plus, ça ne veut pas dire de frapper plus, mais ça veut dire d'être un petit peu plus, tu sais, pas que Volpe resserre son jeu en défense. Oui. Les jeux au champ extérieur, pour resserrer, il faut tout resserrer. Puis ça me déçoit des Yankees, Alain. L'année passée, en Série mondiale, on a exposé leur défense. On a exposé la manière de jouer. Tu sais, c'est pas juste frapper des circuits, le baseball. Les Dodgers ont mal fait pareil les Yankees parce qu'on a frappé, on a mis des balles en jeu, là, puis on a échoué. Oui, l'acquisition de Bellinger a réglé bien des choses, mais il faut être plus solide en défense. Puis, tu sais, lorsque Ben Rice joue Alain au premier but, puis lorsque Volpe connaît des ennuis, puis au champ extérieur avec Dominguez, c'est la même chose. Il y a trop d'erreurs. Ouais. C'est pas toujours des erreurs physiques, il y a des erreurs mentales dans tout ça. Il y a des mauvaises courses sur les buts. Il faut que les Yankees reprennent leur identité d'une équipe qui font tout correct. C'est pas le cas présentement. Ouais. Alors, c'est l'occasion, la perte de Judge est peut-être l'occasion de se regarder, les gars, dans le vestiaire et de dire, hey, là, we have to pick each other up, là, pour employer l'expression. Faut en faire un petit peu plus, tout le monde, là, pour qu'on puisse pallier à l'absence. Ça peut avoir un effet intéressant, Alain. Tu sais, lorsque tu perds un joueur comme Judge, il y a deux façons de le faire. On baisse les bras parce qu'on dit notre meilleur est plus là, ou on dit, hey, les gars, let's go. Alors, moi, je pense qu'il y a assez de caractère dans cette équipe-là pour jouer de la bonne balle. Je vous dirais là, que la prochaine semaine va être un indicatif. Oui, ben on a le personnel, Marc. Regarde, tu peux faire jouer Bellinger, Gresham et Dominguez de façon régulière au champ extérieur, puis Stanton, ben tu le gardes comme frappeur de choix. Dans la mesure où il n'y a pas d'autres blessés, tu peux y aller de ce côté-là. Est-ce qu'on va être plus vulnérable face au lanceur gaucher? Il y a de ça après bonne chance. Ça, c'est c'est le problème que ça peut amener. Et ça ne change pas de toute façon la priorité. Elle était la même avant Judge. Va te chercher un releveur gaucher pour appuyer Tim Hill. Il est tout seul là, présentement en relève. Parce que autrement, à l'attaque, ça va bien. Là, l'absence de Judge, est-ce que ça va changer quelque chose? Mais comme tu dis, on a des outils. C'est juste qu'on va devenir plus vulnérable face aux lanceurs gauchers. Ça, je pense que ça pourrait être un problème. De là l'importance que Stanton produise. Si Stanton produit, Marc, regarde, on va être capable de passer à travers. Mais, moi, je vous le dis, là, si les Yankees peuvent juste attraper la balle, jouer un petit peu mieux en défense, courir un petit peu mieux les buts. Ouais. D'ailleurs, courir les buts, c'est à peu près le pire aspect de toutes les équipes. Là. Mais bon, les Yankees doivent faire les choses un petit peu mieux à ce niveau-là, puis ça va les aider. Oui. Marc, je vais parler brièvement des Red Sox de Boston. Ils sont passés à travers de cette séquence après le match des Étoiles. 3 séries contre les meneurs. Les Phillies ne sont plus les meneurs, mais on comprend que c'est une équipe élite de la Ligue nationale. Là. Donc, coup sur coup, on a affronté des Cubs, des Dodgers, les Phillies. Pas dans cet ordre-là, mais quand même. 4 victoires, 5 défaites. Tu tires quoi de ces 10 jours-là des Red Sox de Boston? On s'en est pas pire sorti, Alain. Ça a mal commencé. On s'en est bien tiré. Fait que, tu sais, au baseball, faut pas que tu regardes trop loin en arrière. Faut que tu regardes ce qu'on a réussi à faire. Puis là, on a repris un peu. Il semble avoir un bel esprit d'équipe. Honnêtement, là, du côté des Red Sox. Là, par contre, il y a des rumeurs. Tu sais, Jarred Duran est constamment dans des rumeurs de transactions. Ouais. À quel point, parce que là, on a rajeuni beaucoup l'équipe, là, on le sait, là, à quel point ça dérange, ça, cette période de transaction-là? À quel point ça dérange Duran? À quel point ça dérange les jeunes de l'équipe? Parce que là, quand tu arrives, là, première fois dans le baseball majeur, puis là, tu vis cette incertitude de période de transaction, puis il y en a peut-être un, ton coéquipier qui est à côté de toi dans le vestiaire, ton casier à côté, c'est peut-être Duran qui, lui, vit pas ça très bien de toutes les rumeurs. Tu sais, tu comprends, chaque équipe vit ça de façon différente. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine série du côté des Red Sox. Mais moi, Alain, j'aille pas ce que je vois. Et d'ailleurs, mine de rien, ils ne sont qu'à un match des Yankees. Oui. Pour la 2e place de la division. Alors, non, moi, je pense qu'on s'en va quand même dans la bonne direction là, du côté des Red Sox de Boston.
Oui, et là aussi, il faudra voir qu'est-ce qu'on va décider. Un besoin de lanceur partant, ça, il n'y a pas de doute là-dessus chez les Red Sox. Ça presse. Robert Fitz, là, il y a eu quelques auditions, là, c'est ça. Jolito. Ça serait peut-être plus facile de dire quelle équipe n'a pas besoin de lanceur partant, parce que tout le monde a besoin de lanceur partant. D'autres plus que d'autres, tu vas me dire. Là. Ouais, mais regarde, écoute, c'est un voyage, là, ce qui s'en vient là, du côté des Red Sox, là. C'est quand même un calendrier qui est, tu sais, on s'en va affronter les Twins au Minnesota. Ensuite, on reçoit les Astros et les Royals. Il y a pas de partie facile d'un calendrier de toute façon. Même si des fois tu dis on affronte une équipe, tu sais, qui joue en bas de 500. Kansas City joue mieux, Alain. Je ne sais pas qu'ils vont faire les séries, mais tu les affrontes en ce moment. Pas si évident que ça, là. Ouais. Bon, c'est le temps de la carte de la semaine. Présentation de carte-uniondepot.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 60 000 articles qui sont disponibles sur eBay et une cote parfaite de satisfaction à 100%. On s'arrête sur Greg Maddux, qu'on surnommait le professeur. Et la carte qu'on retient, c'est la carte de Topps Héritage de 2003. C'est la carte numéro 330. Pour les gens qui écoutent le balado, ce sera disponible sur notre page Facebook dès mardi à compter de midi. Maddux, membre du Temple renommé, à sa première occasion, vous comprendrez, plus de 300 victoires dans le baseball majeur. Donc en 2014, il y était. Ça fait donc déjà une dizaine d'années que Maddux a sa plaque. Top Heritage, c'est un ensemble parmi les favoris pour les collectionneurs de cartes. On reprend l'esthétique un peu là, d'un ensemble Topps du passé. Et dans ce cas-ci, un petit clin d'œil sur l'édition 1954. Et aux versions, on trouve un condensé des statistiques et caricatures comme un petit peu à l'époque. Et dans le cas de Greg Maddux, Marc, je ne sais pas si ça tente d'avoir toutes les cartes qui ont été émises à son effigie pendant sa carrière, là, mais c'est plus de 18 000 cartes à l'effigie de Greg Maddux au cours de sa carrière. Ça devrait meubler pas mal ta chambre à coucher, je pense, si jamais tu avais l'idée de tapisser ta chambre. Mais Greg Maddux, Marc, quelquefois, il est présent sur les médias sociaux. Et ce que je trouve amusant, c'est quand il dit « Savez-vous pourquoi que j'ai pu gagner ma vie? Parce que j'étais capable de changer de vitesse et de déjouer tout le monde. Sauf Tony Gwynn. » Ouais, et on lui a déjà demandé c'était quoi d'affronter Barry Bonds. Mm-hmm. Et là, il a répondu « C'est facile. Je lui donne un but sur balle. » Et voilà, tu choisis. Lui avait dit « J'ai 27 retraits à aller chercher. Il faut choisir nos batailles. » Et lui, je l'affronte pas, puis je vais prendre mes chances sur le reste de l'équipe. Ça a bien fonctionné, mais juste en passant, tu sais, Maddux est reconnu évidemment pour sa précision. C'était très frustrant. Là, si vous étiez partant des expos, c'était très frustrant de le voir lancer lorsqu'il portait l'uniforme des Braves, parce qu'il était tellement bon, là. Mais Alain, il faut quand même souligner ses 12 gants d'or. Oui. Alors, puis en passant, c'est un très, très bon frappeur. Déposer la balle comme il le voulait pour un amorti. Donc, c'est un très bon athlète. Mais 12 gants d'or, Alain. Tu sais, tu voulais déposer un amorti, bonne chance. Tu voulais surprendre. Il tournait des doubles jeux, vraiment. Tu sais, c'est un des meilleurs qu'on a vu là, dans l'histoire du baseball. Et quand on parle de lanceur complet, là, c'est Greg Maddux. Oui, 5 coups de circuit au cours de sa carrière, Marc. Moyenne globale de 171. Ça, c'est meilleur que Peraza des Yankees de New York. Je veux juste faire une petite comparaison comme ça. Donc, notre carte de la semaine, Greg Maddux, qui date donc de 2003. C'est une série un peu spéciale, série Heritage de Topps. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. C'est notre segment où on encourage les jeunes à la lecture grâce au livre de l'auteur Bob McDuff. C'est la série Baseball Bob. Vous pouvez trouver ces documents sur le www.baseballbob.ca. Excellent moyen de s'initier à la lecture, pourquoi pas au baseball également. Et d'ailleurs, je vous souligne qu'au cours des dernières semaines, notre ami Bob a sorti la 4e mouture de cette collection Baseball Bob et le chant des tournesols. Bob qui est impliqué avec les Aigles de Trois-Rivières également. Notre profil de la semaine.
Un joueur qui pourrait changer d'équipe, membre des Marlins de Miami, Sandy Alcantara. Embauché à l'origine par les Cards de Saint-Louis. Il a fait partie d'une transaction, Marc, avec les Marlins, où Zach Gallen était passé également aux Marlins en retour de Marcell Ozuna. C'est un des joueurs, Marc, qui a fait en sorte que les Cards ont eu une petite réflexion à l'interne sur la façon de faire. Écoute, on peut parler de Gallen, on peut parler de Jazz Chisholm également, on peut parler de Randy Arozarena. Bref, il y a beaucoup de ces petits joueurs des Cards de Saint-Louis qu'on n'avait pas développés à l'intérieur, qu'on avait dans notre cours et qui se sont illustrés par la suite. Sandy Alcantara, il y a 2 ans, a remporté le trophée Cy Young, a raté l'année passée toute la saison en raison de l'opération Tommy John. Marc, c'est un grand lanceur, il lance fort, il a un bon répertoire. C'est un gars qui a un rythme très rapide. Marc, on a déjà fait avec lui un match qui a duré à peine 2 heures. C'était contre les Phillies de Philadelphie. Bref, cette année, c'est plus difficile. Est-ce que tu penses qu'il en a fait assez, malgré ses statistiques, pour attirer une équipe? Ben, il faut que tu regardes ce qu'il a fait récemment. Parce que, tu sais, il était à rebâtir tout ça. Début de saison, ben, je me rappelle, son premier départ avait été excellent. Là, par la suite, ça s'était gâté un peu. Je pense que les Marlins auraient souhaité qu'il soit un peu meilleur, donc meilleure valeur à ce niveau-là. Mais il n'a que 29 ans. Là. Et tu regardes le physique de ce gars-là, le passé de ce gars-là. C'est un gars qui pourrait en donner pas mal à une autre équipe. Donc, je pense que le prix est quand même assez élevé pour Alcantara dans ce cas-ci. Parce que tu sais jamais comment un joueur va revenir de l'opération Tommy John et tout ça. Donc, c'est important de lui donner pas mal de manches pour voir qu'est-ce qu'il y en est. Il est peut-être rendu là, justement, où là, on met de côté tout ce qui s'est passé dans les dernières années. Puis, fait que, moi, on va dire une chose. Si Alcantara est échangé, là, il pourrait vraiment être très, très bon pour cette nouvelle équipe dans le dernier droit. Il reste encore 1 année à son contrat, 2026. Il y a une option pour 2027. Donc, ça pourrait être tentant, effectivement, pour une équipe. C'est 2 mais derniers ça a de la départs. valeur, ça, Alain. Ça coûte de l'argent. Ça coûte pas de l'argent, mais ça coûte peut-être un prospect un peu plus haut dans ce cas-ci. Là. Exactement, parce que tu vas avoir le contrôle sur ce joueur-là pendant un peu plus longtemps. Marc, cette semaine, le match de l'année, probablement, à l'attaque, Nick Kurtz. 4 coups de circuit, passé à quelques mètres d'un 5e, parce qu'il y avait 6 coups sûrs, un double, un simple. Marc, quand on le devait arriver, ça a pris peut-être une petite semaine ou 2 là, avant qu'il s'habitue au baseball majeur. Une fois qu'il a pris son air d'aller, je regardais ses statistiques au mois de juillet, là, puis regarde, tu peux déjà lui donner le titre de joueur du mois. C'est un MPP au-dessus de 1500. Il va atteindre des 30 points produits probablement, même s'il n'y a pas eu de match pendant la pause du match des étoiles, donc moins de matchs. C'est un joueur impressionnant. Marc, les Aces, s'ils font les choses correctement, là, je m'excuse, là, mais je ne sais pas si ça va être l'année prochaine, mais d'ici, en tout cas, dans 2 ans, on va être équipé là, avec Butler, avec Soderstrom, avec Langelier, Wilson. Si on fait les choses correctement, Marc, il va falloir faire attention aux Aces. Ouais, là, c'est le si là, qui est le mot important dans ce que tu viens de dire. Mais Alain, Nick Kurtz n'a que 22 ans. 22 ans là, pour faire ce qu'il fait là, présentement. Écoute, on l'a vu arriver, là. Moi, quand je l'ai vu arriver avec les A's, nonobstant là, que ça a été un petit peu plus difficile au départ, là, il avait l'air d'un frappeur. Il avait l'air d'un frappeur de puissance. Très bon physique, bon gabarit, mais qui vient avec un élan rapide. Tu sais, souvent, les gars, c'est un grand frappeur gaucher, mais tu as l'impression que tu pourrais le menotter. Hey boy! Bonne chance. Très impressionnant. Très impressionnant, moi, je vais dire, ce qu'il a réussi à faire. Donc, bravo à Nick Kurtz et j'espère vraiment, effectivement, que les A's vont jouer cette carte-là correctement. En fait, toutes les cartes qu'ils ont en place. Je dis jouer les cartes parce qu'on s'en va à Vegas. Même s'il reste encore 2 autres années à Sacramento puis que c'est pas tout à fait réglé, toutes ces affaires-là, là. C'est ça qui est triste, hein. On a tous, écoute, il y en a-tu des bons joueurs qui proviennent de cette organisation-là? Mais là, Nick Kurtz, on en a un vrai, là. Un vrai, là, avec
avec Nick Kurtz. Je regardais, Marc, juste pour vérifier son rendement à l'étranger à domicile. Il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, un MPP au-dessus de 1000. Je parlais de son rendement au mois de juillet. Là. Regarde, en 20 matchs, là, je parle de 20 matchs, c'est 11 coups de circuit, 13 doubles, un triple. Là, tu parles de 25 coups sûrs de plus d'un but en 20 matchs et 27 points produits. Puis son MPP, de façon précise, là, c'est 15,52. Et je répète, 22 ans. Ouais. Écoute, c'est fascinant. Bon, parlant de fascination, on va aller à l'autre spectre, si tu veux. Lui, il n'était pas né quand Rich Hill a fait ses débuts dans le baseball majeur. Il a été de retour, on l'a vu à l'œuvre au cours de la dernière semaine, Marc. 5 manches, 1 point mérité. La défense des Royals n'a pas été très bonne lorsqu'il était au Monticule. Puis Marc, regarde, c'est un gars qui est encore capable de retirer des frappeurs à rapide. Elle a atteint 90 000 à l'heure. Il y a même Carl Tucker qui a été surpris par une rapide au coin extérieur. Il n'a pas bougé. S'attendait probablement à une courbe soit de côté, soit 3/4, parce que lui, il est capable non seulement de changer de vitesse, mais de changer son angle. Écoute, moi, ça m'a épaté. Puis, tu sais, la semaine passée, on parlait de la balle courbe, jusqu'à quel point ça pouvait être une arme. Si vous n'êtes pas convaincu, ben, allez voir ce que Rich Hill a accompli la semaine passée, puis vous allez voir que, finalement, quelqu'un qui en a la maîtrise peut très faire mal paraître les frappeurs adverses. Ouais, écoute, Alain, moi, je ne t'obstinerai pas parce que je crois encore dur comme fer que tu n'es pas obligé de lancer 98 000 à l'heure pour être bon lanceur. Mm-hmm. Ce qu'il faut faire, c'est pour que tu désynchronises le frappeur. La balle courbe, et ça faut, tu sais, je veux dire, puis tout le monde le sait, là. Tout le monde le sait. C'est la courbe ou la rapide, là. Tu comprends? Donc, puis on n'est pas capable. Pas capable. Tu sais, c'est encore difficile de se synchroniser avec ça puis d'être capable de. Donc, moi, Alain, là, j'adore ça. Puis j'espère que, tu sais, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont être capables de prouver ça puis de pas toujours chercher le gars qui lance fort mais qui garoche la balle, c'est pas ce qu'elle s'en va alors que. Puis, tu sais, la zone de prise électronique, là, je veux pas qu'on embarque sur ce débat-là tout de suite, là, mais va aider, Alain. Selon moi, va finalement aider les lanceurs de balles courtes. Fait que peut-être que ça va aider éventuellement à ramener des gars comme ça un petit peu plus. Mm-hmm. Ça, c'est mon opinion, mais je trouve ça fantastique. Écoute, l'utilisation de ses tirs au cours de son premier match, là, c'est 39% de balles rapides. C'est le tir qu'il a utilisé le plus souvent. 31% de balles courbes. Et une variation de balles glissantes, j'ai l'impression, parce qu'on parle d'une balle rapide coupée. Et quand tu regardes la vitesse, sa balle rapide est à peu près 90, 84 000 à l'heure pour sa balle coupée. On peut parler d'un hybride de balle glissante, j'ai l'impression, dans son cas. Là. Écoute, il faudrait demander à Hill comment il a utilisé. Mais ce sont les 3 principaux tirs, donc principalement un mélange de balles courbes et de balles rapides. Et assez pour déstabiliser, bref, les frappeurs adverses. Les Cubs de Chicago. Juste pour ajouter à ce que tu viens de mentionner, Alain, c'est que la balle rapide, tu n'es pas obligé de la lancer pour une prise. Juste montrer un peu de vélocité. Moi, ça me fait penser à Barry Zito. Lance une rapide un peu haute à la hauteur des yeux, le gars, hey, je vais prendre ça. Puis là, tu lances une courbe qui part à la hauteur des yeux. Le gars, le frappeur abandonne, puis là, poup, la balle qui retombe dans la zone des prises. Même si c'est vieux comme le monde, cette stratégie-là, ça fonctionne encore. C'est dur de frapper une balle de baseball. Et parfois, moi, je trouve qu'on donne un peu trop de crédit aux frappeurs, mais ça, c'est un autre, ça sera pour un autre débat, là, mais c'est dur de frapper une balle. Alors, bravo à Rich Hill de continuer, regarde, et pourquoi pas, Alain? Tant que tu retires des frappeurs du baseball majeur, tu vas avoir une job. Exactement. Bon, Marc, coup de chapeau à tous ceux qui ont été élus au temple de la renommée du baseball. Il y en a 5 qui ont été élus. Puis je veux juste mentionner que Ceci Sabathia, qui a été élu, a le même âge que Rich Hill. Je veux juste mentionner ça comme ça. Il y en a 5. Donc, Sabathia fait partie du groupe. Billy Wagner, Marc, ça fait longtemps que je milite en faveur de son adhésion au temple de la renommée. Il était temps que ça arrive. Ichiro Suzuki, je pense que son impact va au-delà des chiffres. Et de façon posthume, malheureusement, Dave Parker et Dick Allen. Bon, écoute, dans le cas de Ceci Sabathia, il a été très, très bon. Tu regardes sa fiche, on pourrait presque dire que c'est le dernier des Mohicans quand tu regardes la façon dont lui voulait compléter ses matchs.
Il n'y en a presque plus des comme lui. Là. Non, effectivement. Mais écoute, il était imposant sur le monticule. Lorsqu'il est arrivé, Sabathia, là, c'était une présence très forte au monticule. Puis moi, ce que j'aime, Alain, la carrière d'un joueur, c'est sa constance sur une longue période. Mm-hmm. Et je pense que ce que les gars ont en commun, là, qui ont intronisé cette année, c'est certainement ça, là, c'est d'avoir fait une belle carrière. Beaucoup aimé, Alain, les discours des différents joueurs à Cooperstown. Chacun avait un beau, très, très beau message pour le monde du baseball. Tu as parlé de Wagner. Écoute, Division 3, lanceur droitier. Puis il est autant de la renommée comme releveur gaucher. Je veux dire, c'est une histoire qui est tout à fait fantastique. Comme il l'a dit, il dit je n'étais pas supposé d'être là. Alors, des belles histoires, il y en a. Puis Ichiro, peux-tu juste imaginer, Alain, s'il avait été dans le baseball majeur à l'âge de 22-23 ans? Non, mais c'est lui qui aurait le record de coup sûr dans le baseball majeur présentement. Exact. Très sympathique, très apprécié de tous. Alors, vraiment, chapeau. Puis, c'est sûr qu'il y a une belle pensée pour Dave Parker, qu'on a peut-être aimé haïr à Montréal lorsqu'il était avec les Pirates de Pittsburgh, mais je veux dire, tout un talent, c'est Dave Parker. Là. Oui. Et écoute, Marc, c'est l'ensemble d'Ichiro Suzuki, là, c'est l'influence qu'il a eue aussi. Il a démontré que les frappeurs japonais étaient capables de s'illustrer. Puis, ce que je voulais ajouter, les chiffres, c'est plus de 4300 coups sûrs. Si je compte ce qui se passe au Japon, Marc, et compte tenu de ce qu'il a fait ici, on peut certainement extrapoler que, regarde les statistiques qu'il a eues au Japon, il les aurait eues dans le baseball majeur. Non, absolument. Puis, je sais que ce qu'il a fait au bâton est extraordinaire, puis son taux de contact, puis avait un peu de puissance. Mais Alain, c'était un des meilleurs voltigeurs. Le bras qu'il avait, la tête, tu sais, ce qu'on appelle le baseball sense, le sens du baseball. Écoute, ce gars-là était, je veux dire, c'était un joueur complet. C'était un des très beaux athlètes que le baseball a vu dans les dernières décennies. Oui. Puis, moi, c'est cet aspect-là que je retiens d'Ichiro, parce que quand tu regardes, évidemment, statistiquement, Marc, quand tu décortiques tout ça, son MPP+ n'est pas si élevé, tu sais, 110. Mais comme je le mentionnais, l'impact que ce gars-là a eu, je pense que c'est ça qui c'est suffisant, selon moi. Moi, j'aurais voté pour lui, compte tenu de l'impact, puis compte tenu du genre de joueur qu'il était, je pense, au-delà des chiffres, c'est un joueur que les gens voulaient aller voir. Je pense que ça, il faut quand même le retenir, là, cet aspect-là. Non, tu as raison, Alain. Tu as raison, puis l'impact qu'il a eu sur le marché des Mariners. Absolument. Après la perte de Ken Griffey Jr., là, il est venu vraiment... il est venu vraiment aider cette franchise-là. Puis non, vraiment, l'impact a été majeur. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bon, l'horaire de la semaine. 3 matchs qu'on vous présente. L'horaire est présenté par Lester's. C'est le maître du smoked meat et des hot dogs depuis 1931. Dans toutes les occasions en famille pour un match, un barbecue, etc. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. 3 matchs, les 3 présentés à RDS, les 3 à 19h. Ce lundi, on verra les Yankees de New York et leur nouveau venu Ryan McMahon contre les Rays de Tampa. Et on verra mercredi les Dodgers contre les Reds de Cincinnati. Les Reds vont bien. Les Dodgers, est-ce qu'ils vont bouger? On pense que oui, ils ont besoin de bras, les Dodgers de Los Angeles. Ce sera à suivre. Et dimanche, on verra les meneurs de la centrale de l'américaine, les Tigers de Détroit. Est-ce qu'eux aussi vont bouger? Ils ont un des réseaux de filiales les plus garnis dans le baseball majeur. Donc, est-ce que tu parlais, Marc, il faut penser à aujourd'hui. C'est peut-être le temps pour les Tigers. Je ne serais pas surpris qu'on fasse un petit quelque chose. Donc, ce sera un gros défi pour les Tigers, puisque ce sera contre les Phillies de Philadelphie. Est-ce qu'il y aura un nouveau voiture de centre? C'est ça qu'on pourrait se demander du côté des Phillies de Philadelphie. Et évidemment, les 3 matchs, je vous le rappelle, à RDS, 19h. Vendredi, on sera là avec nos copains de Passion Baseball pour parler évidemment du lendemain de la date limite des transactions. Et nous, on aura notre analyse à nous dans le cadre de notre balado lundi la semaine prochaine, comme à l'habitude. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On vous souhaite une excellente semaine. Portez-vous bien. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fier partenaire de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.